Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Alors, nous allons prendre quelques instants pour vous souhaiter une bonne et heureuse année, vu que c'est notre première émission de l'année 2024. Que de la santé, c'est la seule chose que l'on peut se souhaiter. Et tout ça, bien, c'est au nom de toute l'équipe de Radium Multimédia et en mon nom personnel également. Ce livre, il est mon âme, mon être, et il est moi. Les ailes d'une pionnière, le récit de la caporale-chef Joanne Hamelin et de toutes ces années passées dans les forces armées canadiennes, c'est vraiment un livre que vous ne pouvez pas manquer. C'est vraiment extraordinaire. C'est une histoire vraie, franche et sans détour, c'est-à-dire la vie dans les forces armées canadiennes où, et oui, si la vie vous intéresse, comme on le dit si bien. Alors, mesdames et messieurs, avec honneur, et je le dis avec honneur, je reçois cette Lassaroise, Madame Joanne Hamelin. Madame Hamelin, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse, vous allez bien? Ah, ça va très bien, puis surtout, là, quand on finit la lecture d'un livre que je m'empresse ici là, de montrer aux gens, là, c'est vraiment, et je vous le conseille, s'il vous plaît, allez voir, cette personne-là a fait une carrière extraordinaire dans les Forces armées canadiennes. Elle en donne le récit. Puis je vous invite à le lire. Moi, je l'ai commencé, je n'ai jamais été capable d'arrêter. Je pense que je l'aurais dévoré. Madame Hamelin, quand j'ai vu ce livre-là et que tout de suite, je me suis dit, il faut que je le lise, puis il faut que je l'invite. Parce que les ailes d'une pionnière, là, c'est vraiment, là, c'est votre histoire. Oui, c'est mon histoire de carrière. Oui, exactement. Mon histoire de carrière dans les Forces armées canadiennes au sein de l'aviation tactique. Oui. Voilà. On va y aller. J'ai beaucoup de questions, beaucoup. Puis on aura, et je vous l'annonce tout de suite, cette émission-là, nous sommes le 17 janvier et le 24 janvier, il y aura une suite parce qu'on va faire 2 émissions parce qu'on ne peut pas en faire juste une. On aurait bousculé des questions, on n'aurait pas donné le temps à mon invité d'y répondre. Alors, et c'est ce que je ne veux pas parce que je veux que vous soyez vraiment au courant. On va y aller avec une question très simple en partant. La seule femme dans l'histoire du Canada à devenir ingénieure de vol et la seule à soutenir des échanges de tirs lors de combats armés. Oui. Une petite rectification. Oui, je ne suis pas la allez-y. seule femme ingénieure de vol, OK. mais je suis la première sur l'hélicoptère le Chinook OK. comme ingénieure OK. de vol, mais je suis la première femme dans l'histoire du Canada de ce métier-là à avoir participé à la guerre, donc avoir fait des échanges de feu. Oui, ça c'est un titre qui m'appartient, puis personne ne va pouvoir me l'enlever, celui-là. On va y aller avec... parce que là, on va enchaîner les questions à la suite de ma lecture du livre. Parfait. En 2011, vous avez reçu un diagnostic de blessure de stress opérationnel. Oui. C'est quoi exactement? Stress opérationnel, c'est une blessure d'un stress post-traumatique qui est vraiment relié à mon service militaire. Donc, malheureusement, c'est une carrière qui est haute en exploits, haute en émotions, mais c'est aussi une carrière qui est forte en répercussions. Et puis, de suite de mes 19 ans et 117 jours, pardon. Donc, c'est la répercussion de ça. J'ai été officiellement diagnostiquée avec le syndrome de stress post-traumatique suite aux choses que j'ai eu à faire, à vivre, à voir pendant mon service militaire. Un petit peu plus loin dans l'émission, et ça s'en vient, on va parler de l'Afghanistan. Oui. Parce qu'on en entend, moi j'ai lu beaucoup sur l'Afghanistan. Puis quand on lit en gros ce qu'est l'Afghanistan, quand on lit en gros tout ce qui se passe en Afghanistan, ce n'est pas une sinécure, croyez-moi, et vous y avez été.
2 fois, à 2 reprises. À 2 Oui, reprises, oui. exactement. Quand j'ai été sélectionnée pour joindre le projet du Chinook, c'était la condition. C'est que j'allais prendre part à 2 déploiements en Afghanistan. Donc, ça faisait partie de mon mandat. Puis, c'est vraiment, c'est la guerre, là. C'est pas comme... c'est certain que moi, j'ai pas tant suivi ce qui se passait dans les journaux puis sur les médias parce que j'étais là. Donc, moi, c'est mon histoire à moi. Puis, quand je regarde des films qui ont été basés sur, justement, le conflit de l'Afghanistan, bien, moi, c'est pas Hollywood. C'est vraiment, c'est ma vie, c'est mes choses. J'ai des choses que j'ai fait qui montrent dans les films. Donc, c'est une réalité qui est bien présente. Puis, on doit commencer à en parler de ça parce que on pense aux vétérans, puis on se réfère toujours aux vétérans de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est vrai. Et on oublie qu'on a une nouvelle génération de vétérans. Puis les gens, on n'est comme pas équipés, je pense, pour interagir avec les gens de cette population-là, qui sont comme moi, là. Donc, parce qu'on ne se le cachera pas, on est des gens différents de la population. Oui, exactement. Parce que moi, c'est pour ça que j'ai adoré votre livre, parce qu'on parle beaucoup de l'armée, c'est sûr, des Forces armées canadiennes. Oui. On parle beaucoup les Forces armées, les soldats canadiens ont fait la guerre 39-45, ont fait la guerre 14-18. Oui. Mais après ça, on a tendance à dire, Bastard, dans l'armée, ils font quoi? Exact. Mais on va en venir un petit peu plus loin. Vous avez été au front. Vous avez été au front. On vous a mis une mitraillette dans les mains et tout de suite, vous vous êtes dit, je peux tuer. Et je dois si j'ai à Et le je faire. dois Oui. si vous avez à le faire, parce que là, c'était votre vie contre celle de l'autre. Exactement. Mais pour moi, c'était au-delà de ma vie, c'était la vie des gens, des passagers dans mon appareil et la vie de l'équipage. Tu sais, moi, je peux pas dire que j'étais un pion, mais j'étais un instrument pour assurer, moi, mon travail, c'était de m'assurer qu'il y a des gens qui revenaient à la maison à leur famille. Donc, moi, mon travail premier, c'était de les protéger eux. Puis ça allait jusqu'à mettre ma propre vie en danger. Ça, ce sont des choses que vous allez tout apprendre ça là, dans les livres. Moi, si je vous demandais à brûle pour point comme ça, pourquoi avoir écrit ce livre-là? Processus de guérison. Okay. On a parlé il y a quelques C'était minutes. essentiel pour vous de le faire. Pour ma survie, pour la survie de Joanne, oui, c'était essentiel. Là. J'étais prise dans un rond-point, j'allais pas bien. Les symptômes, les répercussions du syndrome post-traumatique avaient pris en prise sur ma vie. Puis les gens, dans ma vie, j'ai souvent entendu dire l'écriture est libérateur, l'écriture libère, ça fait du bien. Puis là, Joanne avait besoin de prendre action. Puis j'ai accepté de me mettre au jeu de l'écriture. Puis après une année en travaillant avec une coach d'écriture pour faire sortir les souvenirs, je me suis rendu compte que ça m'a tellement aidé, moi, à avancer, à progresser dans ma guérison. Je me suis dit, je peux pas le partager, cette histoire-là, si je peux aider une autre personne en partageant mon histoire pour montrer, pour prouver qu'on est capable de s'en sortir de ça. On est capable de se recréer une identité après on se soit fait enlever notre identité militaire. Puis je pense que c'est un discours qui peut résonner chez plusieurs personnes qui ont porté l'uniforme aussi. Pas juste dans mon histoire à moi, mais c'est quelque chose qui se répercute dans beaucoup de vétérans et de vétéranes au Canada. On en a parlé juste un petit peu. J'aimerais revenir avec une autre question sur l'Afghanistan. Oui. Vous vous étiez juré de ne jamais mettre les pieds en Afghanistan. Qu'est-ce qui a changé? Parce que vous y avez été non pas une fois, mais 2 fois. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui vous a, pas incité, mais pourquoi vous y avez été? L'appel du service militaire. Vraiment, moi, ça fait partie de mon ADN. Et puis, quand j'ai dit cette phrase-là, je m'apprêtais à partir pour l'Afghanistan en 2004. Puis, je me rappelle très bien, là, on était assis dans l'hangar, notre dernière meeting avant de partir pour Haïti. Et puis, il y avait des troupes de Valcartier qui partaient, des fantassins. Puis j'ai dit, moi, jamais je vais mettre les pieds en Afghanistan. Moi, je ne suis pas rentrée dans l'armée pour aller à la guerre. C'est pas moi, ça. Parce que Afghanistan disait la guerre. Absolument. Oui, c'est ça. Il ne faut pas s'en cacher, c'est non, ça. c'est ça. On ne se cachera pas d'histoire ici. Non, là. Donc, c'est ça. Puis, mais quand l'opportunité s'est présentée, j'y ai même pas réfléchi. J'ai dit oui tout de suite. Ça fait partie du don de soi, je pense. Le besoin d'aider, de protéger les gens, puis de venir en aide aux gens qui sont dépourvus. Ça a été une force, une impulsion que j'ai pas pu contrôler. J'y ai même pas réfléchi. J'ai dit oui tout de suite. J'ai embarqué là-dedans, puis je retournerai demain matin. Si mon corps physique, psychologique, émotionnel me le permettrait, je referais tout ça demain matin. Oh oui. Afghanistan, oui, une autre fois.
Je retournerais, je referais toutes les étapes de ma carrière. C'est sûr que j'ai peut-être certaines décisions que je prendrais autrement, mais je repartirais demain matin, j'irai en Syrie, j'irai aider les gens. Ça fait partie de vraiment la fibre de ce que je suis. Exactement. C'est comme si je nage contre courant, si je vais contre cette pulsion-là. Donc, malgré toutes les répercussions de la carrière que j'ai faite, j'ai quand même eu le plus beau métier du monde, puis je repartirai demain matin. Parlez-nous des hélicoptères CH-147D Chinook. Puis en même temps, on va aussi parler des fameux hélicoptères Griffon. Oui. Parce que ce sont deux hélicoptères que vous avez eu à côtoyer beaucoup, mais une est-elle plus forte que l'autre ou vice-versa? Oui, bien, je vais commencer par la première, le CH-146, qui est le Griffon. Oui, donc, moi, quand j'ai joint les forces, j'ai joint comme technicienne en système aéronautique. Donc, je faisais de la maintenance sur les hélicoptères. Et puis, ma première affectation était à Valcartier sur le Griffon. Donc, le Griffon, c'est une petite hélicoptère utilitaire qui est utilisée pour faire beaucoup de la reconnaissance de terrain, transporter quelques passagers. On peut avoir en tout 15 personnes qui embarquent à bord du Griffon. Donc, c'est une hélicoptère qui est quand même assez polyvalente. On peut transporter des charges par lingage en tout dans un panier et tout. Puis, quand est venu en 2007, quand j'ai changé de métier pour devenir ingénieur de vol, mécanicien de bord, j'ai travaillé sur le Griffon un petit peu. Et puis, par la suite, le projet du Chinook s'est présenté à moi. J'ai accepté, j'ai sauté pieds joints dans cette aventure-là. Donc, le Chinook, c'est un hélicoptère lourd qu'on appelle cargo. Okay. Donc, c'est un hélicoptère, c'est celle qu'on voit sur la couverture de mon livre, en fait. Et puis, c'est un hélicoptère à 2 rotors en tandem. Donc, c'est fait pour transporter de lourdes charges. Donc, c'est vraiment pour transporter des troupes, transporter beaucoup de matériel. On peut avoir jusqu'à 27 000 livres de cargaison qu'on peut transporter avec cet hélicoptère-là, puis jusqu'à 43 passagers. Assises avec des ceintures de sécurité. Donc, moi, j'ai eu jusqu'à 68 passagers au total dans mon appareil d'une shot. Il fallait vraiment sortir les troupes de là, d'un endroit, là, puis on les a sortis, puis ils étaient assis dans le plancher, entre les deux sièges, sur la rampe tout autour de moi, là. Donc, c'est un hélicoptère qui est vraiment fait, c'est un tank qui vole. C'est une machine extraordinaire. Moi, ça a été un privilège extraordinaire de pouvoir voler à bord de cet appareil-là. Ça a été un très bel accomplissement dans ma carrière. En Afghanistan, en mission avec le CH-147 de Chinook, étiez-vous la seule femme? J'étais la seule femme comme ingénieur de vol, oui. On avait 2 femmes pilotes qui étaient en avant dans le cockpit. Mais moi, là, comme à l'arrière, là, faisant partie du métier d'ingénieur de vol, j'étais la seule femme. Puis il n'y avait pas de femme ingénieur de vol sur le Griffon non plus en Afghanistan. Ingénieur de vol, c'est quoi exactement? Un ingénieur de vol, en fait, c'est la personne qui est l'autorité technique dans l'appareil. OK, fait que c'est vous qui êtes la boss. Ouais, ben, la dernière décision appartient toujours au commandant de bord, au pilote en charge de l'appareil, sauf que moi, mon travail était de préparer l'appareil avant-après vol. Donc, les inspections avant-après mission, configurer tout l'appareil avec les équipements qu'on avait besoin pour notre mission. C'est moi qui devenais les yeux du pilote quand on transportait. C'était la grosse partie de mon travail, ça. C'était en approche finale, l'ingénieur de vol devient vraiment les yeux du pilote parce que cet appareil-là fait 100 pieds de rotor à rotor. Le pilote est assis. Ça en prend 2, je dis mais c'est les 2 pilotes sont en avant dans le cockpit. Donc, en arrière, ils n'ont aucune référence de ce qui se passe. C'est très difficile pour eux perspectivement, surtout quand on a atterri dans des endroits restreints. Donc, l'ingénieur de vol se sort le corps de l'appareil pour voir la zone d'atterrissage. Ah, oui. Et puis, on donne les distances entre les obstacles et l'appareil au pilote et les distances entre l'appareil et la zone d'atterrissage en tout temps. Et puis, c'est l'ingénieur de vol qui dicte, qui contrôle. Il dit, tourne le nez à droite, la queue à gauche, descend. C'est un rôle essentiel. Oui, ben c'est quelque chose, c'est un travail qui est très dynamique. Je disais toujours qu'on avait les 7 dimensions, hein, parce que là, il faut savoir, il faut écouter les conversations radio de notre appareil, les conversations des autres appareils, s'il y a d'autres appareils, d'une tour de contrôle, des gens au sol. Il faut écouter les bruits, les vibrations et tout ce qui se passe dans notre hélicoptère. Puis, il faut s'occuper des passagers aussi, parce que ça faisait partie de mon travail. Donc, vous n'aviez pas droit à l'erreur. 0. Il faut toujours être
une action d'avance avant de ce qui va se passer. Il faut toujours être capable d'anticiper chaque chose qui va se passer. Donc, il faut que tu anticipes ce que les pilotes vont décider de faire à l'intérieur, ce que l'environnement va décider de faire, parce que moi, je ne contrôle pas la poussière qui va monter du sol ou la neige qui va monter ou quand on va en montagne, le vent, la turbulence qui va changer l'appareil. Donc, c'est vraiment, il faut toujours anticiper. Puis par là-dessus, bien, on ajoutait aussi la corde de mitrailleuse de porte qui était vraiment une tâche essentielle en Afghanistan. C'est que j'avais à opérer une mitraillette en vol en tout temps. Donc, on rajoute tout ça ensemble. C'est pour ça que j'appelais ça un métier à 7 dimensions. C'est très dynamique comme travail. Comment vous étiez? Parce que là, je vois que ce poste-là, c'est un poste essentiel. C'est un poste où l'erreur, vous n'aviez pas droit à l'erreur. Comment vous étiez perçu par vos confrères de l'armée? J'ai toujours été bien respectée. Je vous cacherai pas, j'ai eu à travailler fort pour me bâtir ma réputation. Peu importe, je pense, quand une personne est placée dans un système qui est où elle est minoritaire. On a toujours à faire nos preuves un petit peu plus en étant une femme. Mais j'ai jamais laissé ça m'arrêter. J'ai travaillé toujours très fort. J'ai lu. Si j'étais pas en vol, si j'étais pas occupée à faire de la maintenance, j'avais les nez dans les livres de maintenance, dans les livres techniques. Je connaissais mon appareil. Donc, j'étais bonne. Je peux me donner une petite tape dans le dos. J'étais très bonne. Et puis, j'avais des bonnes compétences. J'étais professionnelle. Donc, l'équipage pouvait toujours compter sur mon professionnalisme. Puis, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai été sélectionnée aussi pour joindre le projet du Chinook. Parce que on savait que c'était une tâche quand même ardue. On n'avait pas les Chinooks au Canada à l'époque parce qu'on les avait vendus en 92 ou en 93, les Chinooks canadiens. Donc, tout l'entraînement, pendant près d'un an et demi, je suis allée aux États-Unis travailler sur des flottes américaines pour faire les cours de maintenance sur le Chinook, pour faire mon cours de vol sur le Chinook, pour faire de la familiarisation aussi avec l'appareil. Les tâches qu'on avait à faire, on anticipait des choses qui pouvaient se passer en Afghanistan. Je vais vous dire qu'on ne peut jamais être prêt à ce qui nous a attendu là-bas. Là. Mais, on ne peut jamais imaginer d'avant. Il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ça. C'est ça, on ne peut pas. Puis il y a trop d'inconvénients. L'environnement qui se retrouve en Afghanistan avec les montagnes, le sable aussi. Le sable qu'on appelle dans notre jargon, nous, c'était de la poussière de lune qu'on appelait. C'était du sable comme de la farine. Et puis nous, quand on arrivait avec nos 2 grosses fans, ça faisait beaucoup de turbulences. Donc, on perdait référence avec le sol. Puis, quand on fait partie d'un équipage, c'est une de nos plus grosses... La chose la plus dangereuse, c'est vraiment de perdre le contact avec le sol parce que là, on ne sait plus où on est. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, absolument. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Puis la procédure à faire, c'est move up, move up, move up. Donc, le pilote cesse tout ce qu'il fait puis il monte en hauteur. Donc, c'est... Fait que le pilote écoutait vos directives. Oui, c'est ça, vraiment. Oui, c'était une belle synchronicité, si on peut dire. Une belle chimie entre les deux. Oui, là. Absolument, c'est ça. Puis les pilotes faisaient ce que l'ingénieur de vol le demandait. Donc, il entendait dans notre ton de voix si on donnait nos commandes. Et puis là, s'il y avait un sens d'urgence dans notre voix, si on a vu quelque chose dans notre ton de voix, peut-être qu'on parlait plus vite, on parlait un petit peu plus, le ton de la voix changeait, le volume changeait. Bien, les pilotes savaient là, c'est comment vraiment interpréter ça. Oui, c'est ça. Fait que là, vraiment, tout se passe. J'écoute ce qui se passe en arrière, puis je fais ce que la personne en arrière me dit. Parce que moi, j'étais là, mais j'ai travaillé avec une équipe. J'étais la seule fille, mais j'avais plusieurs ingénieurs de vol qui étaient avec moi dans mon équipe. Puis ça a été un travail qui a été accompli en équipe. Moi, toute seule, j'aurais rien réalisé. Ça prenait l'équipe, là, la maintenance, les gens des pièces, les gens des opérations. Ça a été vraiment un travail d'équipe. Parce que toute seule, caporal chef Hamelin n'aurait pas accompli ça. Là. Vous avez été au front. Oui. En Afghanistan, c'était la guerre et c'est encore la guerre. Quelle a été votre réaction lors de votre premier tir sur l'ennemi avec une mitrailleuse M240? Comment on réagit quand on met une mitraillette dans les mains d'un soldat ou d'une soldate? Ça peut tuer. Comment vous avez réagi à ça? C'est quelque chose. Je vous dirais que je vais faire un petit recul en arrière en Bosnie parce que moi, j'étais en Bosnie déployée là-bas le 11 septembre quand les tours ont tombé à New York. Et puis, pour la première fois de ma vie, on me donnait des chargeurs avec des balles qui m'autorisaient à prendre la vie de quelqu'un. Puis j'en parle un petit peu brièvement dans mon livre parce que ça a été significatif. C'est le premier moment où l'entraînement est devenu la réalité, est devenu le vrai. Puis là, c'est pas des jokes, là. C'est une arme
on te donne la permission de prendre une vie. C'est une conséquence qui a des répercussions sur l'âme d'une personne. En tout cas, sur moi, ça en a eu. En Afghanistan, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au fait qu'on va prendre une vie parce que sinon, un soldat n'est pas capable de faire ce travail-là. J'en parle aussi là, du processus de désensibilisation auquel j'ai dû passer pour être capable de faire les choses que j'ai faites dans ma carrière militaire. Donc, mais la première fois que j'ai vraiment eu à tirer, puis ça a été plus qu'une ou deux balles pour mettre fin un petit peu à l'échange. Je vous jure, un coup, ça a été fini, là. J'ai eu les jambes molles, puis ça s'est passé. Tout se passe à la vitesse de l'éclair, mais dans ma tête, à moi, le souvenir, c'était long. C'était tout au ralenti, puis là, c'est qu'est-ce que tu viens de faire, puis tu sais que tu as potentiellement pris une vie. En hélicoptère, nous, on le voyait pas. Tu sais, quand les gens m'ont déjà demandé... Vous avez tiré... J'ai tiré, puis la menace s'est arrêtée. Sans voir le résultat. Non, c'est ça. Puis beaucoup des échanges de tirs se sont faits la nuit. Donc, c'était impossible pour moi de voir est-ce que je tirais sur des enfants? Est-ce que je tirais sur des insurgés? Est-ce que je tirais sur des gens des forces afghanes? Je pouvais pas le savoir. Donc, faut vraiment mettre comme la switch à off puis pour dire j'ai un travail à faire, j'ai fait mon travail, puis c'est pas le temps d'y penser quand tu le fais. Puis tu peux pas y penser après non plus parce que dans 5 secondes, ça peut avoir à se reproduire encore. Donc, c'est vraiment tu fais ton travail, tu fais ce que tu as à faire, puis c'est un coup que tu es arrivé, l'avion est fermé, le stock est retourné où ce qu'il fallait que ça aille, puis là, tu prends 2 secondes, puis tu tabarnouche, qu'est-ce qui vient de se passer, là, tu sais. Puis j'en parle dans mon livre, c'est un câlin, une accolade d'un collègue d'organieur qui m'a comme recentré, là. Ouais, c'est ça. Mais quand on a à prendre une arme pour défendre la sécurité de sa personne, c'est quelque chose de lourd. Vous n'avez pas dû dormir la nuit d'après? Je vous dirais qu'on a réussi à dormir un peu, mais ça n'a pas été un sommeil des plus réparateurs parce que faut que tu retournes voler après. C'est ça, exactement, parce que le lendemain, ça peut être encore la même situation. 5 lendemains, ça peut être dans 8 heures. Ça peut être, c'est ça. Donc, c'est quelque chose, il ne faut pas s'attarder sur ces moments-là. Comme plein d'autres choses qui sont arrivées dans ma carrière, c'est certain que l'Afghanistan ressort de par les aspects grandioses de tous les exploits qui ont été accomplis là-bas, mais c'est certain que ça a des répercussions. Sur le moment, on n'en est pas conscient. C'est par la suite que le poids de ces actions-là nous reviennent. Quand vous êtes au combat, parlez-nous de l'esprit de fraternité qui se forme et de la célèbre expression « je te couvre ». Ouais. Ben ça, j'ai réalisé ça en Afghanistan, vraiment, là. Puis c'est tellement difficile à expliquer parce que les gens, quand on n'a pas vécu ça, on ne peut pas vraiment comprendre. On peut essayer de comprendre, mais c'est comme dans toute chose. Hein? Quand tu n'as pas eu les mains dans la situation, tu ne peux pas vraiment comprendre. Mais le lien de fraternité qui se tisse, c'est plus qu'une famille, là, ces gars-là. Là. Les gars qui étaient avec moi pour partager les moments difficiles, c'est des personnes que, pour le reste de ma vie, j'ai un lien avec eux. Puis j'ai quelque chose qui est plus fort que le lien familial que j'ai avec ma famille parce que c'est le lien avec eux. Ils m'ont sauvé la vie. Puis je sais que j'ai sauvé la leur aussi d'une certaine façon. Donc ça, tu peux pas défaire ça, ce lien-là. C'est une corde qui est indestructible. Puis à peu importe l'heure du jour ou de la nuit que ces personnes-là vont avoir à m'appeler, me textent, je vais toujours être au bout du fil. Puis c'est la même chose pour eux. Puis c'est quand on se retrouve, toute la gang ensemble, on se sent pas jugé, on se sent pas questionné. On peut être soi, complètement 100% authentique avec nos bobos, nos bibites, nos peurs, nos craintes, notre culpabilité. Puis on se raconte nos histoires de guerre, parce que c'est vraiment des histoires de guerre. On se raconte ça sans peur d'être jugé, sans peur. Puis en même temps, on parle de choses que je parlerai peut-être pas nécessairement avec vous. Parce que il y a des souvenirs qui m'appartiennent à moi, puis le poids de ces souvenirs-là, j'ai pas à vous imposer ça à vous. C'est moi qui ai décidé de faire cette carrière-là, puis j'ai pas à imposer ces répercussions-là aux gens. Donc, j'en parle avec mes chums, avec qui j'étais là. Mais la fraternité, la camaraderie qui se tisse, le lien qui se tisse entre les frères et sœurs d'armes. Puis on n'a pas besoin d'avoir été déployé ou travaillé nécessairement avec la personne. Quand on a connu le concept de je sais que je suis encore en vie parce que toi, tu as fait ta job, parce que tu m'as protégée.
Puis le moment exact où j'ai vraiment saisi ça, j'en parle un petit peu dans mon livre. Et puis, on a eu un problème, une défectuosité technique dans l'appareil. On a dû atterrir de force. Et puis, c'est aussi l'accident qui a fait en sorte que j'ai été blessée au dos. Mais là, je devais contrôler les passagers, réparer mon hélicoptère, tout ça dans un endroit qui était vraiment, vraiment pas sécuritaire parce que l'endroit où on a atterri était plus bas que le village afghan. Donc, c'était très... Puis là, mon gunner m'a dit, là, Joanne, si je te crie, sors, si je tape, parce que lui était sur le toit de l'hélicoptère, et si je tape sur le toit, tu sors. Ça veut dire qu'ils ont peut-être lancé une grenade, une roquette, ou qu'ils nous tirent dessus. Fait que c'était, là, si je tape, tu sors. Puis je vais vous dire, savoir que il y avait mon 6 qui me couvrait, c'est la chose la plus rassurante qu'on peut avoir. Et la confiance. Oui, une confiance absolument aveugle. Il faut aveugle. Oui, absolument. Je peux pas avoir tu peux pas avoir de doute. Tu peux pas douter de ton ami parce que la journée où tu doutes... Il va-tu vraiment me faire signe, oui ou non? Il va-tu être distrait une minute ou une seconde? Une seconde, une fraction de seconde. Ma vie peut en dépendre. Ouais. Fait que ça veut dire que la confiance, elle est sans limite. Absolument. Puis la confiance, ça va dans les deux sens. Oui, sûrement. Si moi, je suis pas à 100% le moment présent, si je pense à ce qui s'est passé hier, je pense à quelque chose d'autre, je deviens vulnérable. Si je suis vulnérable, je deviens un danger potentiel pour mes collègues de travail. Donc, c'est là où, quand on dit que souvent les gens disent, les militaires, vous avez l'air détachés, on dirait que vous avez pas de sentiments, vous avez pas de cœur. C'est pas qu'on n'en a pas. C'est qu'on se protège comme on peut pour faire le travail qu'on a à faire. Voilà. Donc, c'est vraiment l'aspect le plus important, c'est tu vis là, tu gères ce qui se passe là, puis... Je vais vous demander de fouiller dans vos souvenirs un petit peu, parce que le temps passe très vite. Oui. Si je vous demandais, là, à brûle pour point, le moment le plus noir que vous avez vécu versus le moment le plus fastidieux que vous avez vécu. Oui, le moment le plus noir, je dirais sans contredit, ça a été les ramp ceremonies, comme on appelle. Okay. C'était le rapatriement des confrères, des consorts qui avaient malheureusement perdu la vie en théâtre. Combiné avec nos Angel Flights. Les Angel Flights, c'est quand on transportait des corps, on allait les chercher pour les rapporter. Ça a été les moments les plus sombres de toute ma carrière militaire. Puis les moments les plus forts, c'est les couchers puis les levées de soleil que je pouvais admirer en Afghanistan. Tu sais, c'est ce qui est beau, c'est de l'Afghanistan. Je peux parler des choses qui étaient noires, mais je peux pas m'empêcher de parler des couchers de soleil avec les montagnes. Et d'ailleurs, vous en parlez dans votre livre. Oui, exactement. Donc, j'ai eu tout le beau, le moins beau, puis toutes les gammes d'émotions entre les deux. Moi, j'ai eu le privilège de vivre ça. Madame Hamelin, c'est déjà terminé pour la première partie de l'émission. Je vais vous inviter à nous revenir la semaine prochaine pour que l'on puisse continuer cette belle aventure et ce merveilleux livre, Les ailes d'une pionnière, par la caporal-chef Joanne Hamelin. Madame Hamelin, merci infiniment et on se revoit la semaine prochaine. Merci à vous et on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce palpitant livre, Les ailes d'une pionnière de Joanne Hamelin. Alors, restez en contact avec nous pour la suite de cette émission la semaine prochaine. Merci et bonne semaine.